c'est lui qui a entendu un type qui disait « il ne faut pas les égorger, il ne faut pas les tuer, parce que ce sont des gens de l'ONU, ils ne sont pas armés, et si on fait ça, on ne pourra jamais pénétrer dans les katibates. » Ça va très vite, une embuscade. Le temps de s'en rendre compte, c'est déjà fini. Et le Yéménite à côté de moi dit « on est mort ». Et on est au milieu de nulle part, il n'y a rien qui passe, on n'a pas de téléphone satellite. Le chauffeur se met à plus nous parler du tout. Quand je touche la porte, en fait, elle s'ouvre pas, le truc répond pas en fait. Le loquet en fait est mort. Donc on peut pas sortir non plus. Quand ça se passe très très mal, savoir que les Français arrivent, qu'une mission vient d'être déclenchée du côté français pour venir vous sortir d'affaire, pour moi c'était le déclic. Bonjour, je m'appelle Enora Cham, on m'appelle aussi Mélusine. Je suis un ancien officier de renseignement et je vous raconte aujourd'hui mon histoire pour Vétérans de France. La façon dont je suis arrivée dans l'institution militaire, un peu par hasard, je n'ai personne dans ma famille de militaire. Personne n'a de passé militaire et ça ne m'était pas venu à l'esprit. En revanche, j'ai eu une jeunesse assez indépendante, assez autonome. À l'âge de 16 ans, j'ai dit à mes parents, bon écoutez, ma sœur est bonne à l'école, moi ça va pas. Alors j'avais toujours des notes acceptables, sauf en maths, mais sinon j'avais des notes acceptables. Et je leur ai dit, écoutez, moi j'ai envie d'aventure. Et donc j'avais un peu mis un petit froid à table parce que je leur avais dit, il y a un pétrolier qui vient d'arriver dans le port de Bordeaux, il cherche du monde, il cherche du personnel, aucun souci, je vais me déguiser en garçon, salut. Et je vais faire le tour du monde. Donc là, mes parents quand même étaient un peu soucieux. Et un peu juste après, ma meilleure amie qui était anglaise devait repartir en Angleterre. Ses parents ne souhaitaient pas qu'elle continue dans le système éducatif français. Et j'ai dit à mes parents, mais pourquoi est-ce que je n'irais pas avec ma copine en Angleterre? Donc ils ont dit oui, c'était quand même toujours mieux d'apprendre l'anglais que de faire autre chose. En Angleterre, j'en ai fait qu'à ma tête, j'ai pas voulu aller à l'école, j'ai voulu apprendre toute seule, ça n'a pas fonctionné, je comprenais rien. Alors j'ai accepté d'être scolarisée, au début en 6e, et puis évidemment ils se moquaient de moi. J'avais 16 ans, donc finalement j'ai demandé à aller en classe, de classe de mon âge. J'ai pris 3 matières, et c'était des matières, les Anglais prenaient 3 matières, mais les faisaient à fond. Et donc j'ai pris 3 matières, biologie, parce que j'étais très bonne, espagnol et français. Le français, c'était pour moi de l'anglais, c'était un peu l'inverse. Et j'ai cartonné. Et puis je suis tombée amoureuse, donc ça c'est ce qui vous sauve. Et donc en fait, j'étais tombée amoureuse d'un garçon qui était en terminale. Donc je suis retournée voir le directeur, et je lui ai dit, monsieur le directeur, je voudrais être en terminale. Il m'a dit, écoutez, mon petit, vous commencez à fatiguer tout le monde, vous avez commencé en 6e, maintenant vous allez être en terminale, vous allez faire baisser nos scores aux examens, on ne peut pas vous laisser faire ça. Et j'ai tellement insisté, qu'il m'a dit, bon, et je ne passerai pas les examens, qui m'a laissé aller dans ces... Et en fait, j'ai fait partie d'une visite à Cambridge et je suis tombée tellement amoureuse de Cambridge, de l'autonomie des étudiants, du fait qu'ils aimaient apprendre, que quand je suis rentrée, j'ai passé le bac anglais, je l'ai eu avec mention très bien. Je suis rentrée en France, j'ai eu le bac pareil en section internationale. J'ai pris les matières des autres sections et puis j'ai plus jamais cessé d'apprendre. Mes parents savaient de toute manière que j'étais très autonome, assez responsable en vivant un peu dans mon petit monde. Et quand je leur ai dit je m'engage, clairement ils étaient très surpris en termes de discipline. Mais pourquoi pas, et puis après tout l'armée ne m'avait pas mise en détention et je pouvais la quitter si ça n'allait pas. Donc ils m'ont laissé partir. Ils ont senti assez vite que j'y étais pas très bien traitée, mais quand ils ont su que j'accrochais, c'était en avant. Mon rêve, c'était d'arriver au Moyen-Orient. Et donc j'ai fait Sciences Po Paris. À l'issue de Sciences Po Paris, j'ai voulu faire une pré-PENA, une préparation à l'ENA pour pouvoir travailler au Quai d'Orsay et être envoyée en tant qu'ambassadrice au Moyen-Orient. Et l'un de mes professeurs, qui était ambassadeur lui-même, m'a arrêtée en me disant que, c'était il y a 25 ans, la France n'enverrait pas de femmes au Moyen-Orient, dans les pays arabes, à cette époque-là. Donc sur le moment, voulant trouver une solution, je suis allée à INALCO. J'ai fait du Swahili, en me disant j'arriverai au Quai d'Orsay par le Swahili. Et puis petit à petit, je remonterai l'Afrique et j'arriverai au Moyen-Orient. Bon. Et puis là, on m'a expliqué que ce n'est pas raisonnable de raisonner comme ça. Et au même moment, je faisais beaucoup de parachutisme, je faisais des compétitions. J'étais en Coupe d'Europe de parachutisme dans la première équipe de femmes, de vol relatif à 16. Et il y avait une équipe de l'armée de l'air. Donc on était en concurrence. Et ce sont eux qui m'ont démarché. Il y avait une sorte de bus de recrutement. Un peu le CIRFA de l'époque. Et au fil des compétitions, c'est un capitaine de l'armée de l'air qui m'a démarché et qui m'a vendu l'armée de l'air comme
engagez-vous dans l'armée de l'air et vous serez attaché de défense dans 3 heures. Et vous irez dans les pays arabes, c'est certain, et puis vous ferez l'INALCO arabe, venez donc. J'ai dit oui, mais avant de dire oui, j'ai demandé à faire un service militaire. Parce que, étant un peu autonome, je craignais que mon indépendance et mon manque de discipline soient un peu pénalisantes. Et pour une raison dont on ne se souvient plus, on m'a demandé de faire mon service militaire, c'était une question de timing dans la marine. Et j'ai fait 1 an de service militaire volontaire dans la marine. Le souci, c'est qu'ils ne m'ont pas formé du tout. J'ai pas fait de classe réelle dans la marine parce qu'ils s'attendaient à ce que je ne reste pas. La fin de mon service militaire s'est passée sur le porte-avions de Clémenceau, qui était un bateau magique. Même son sister ship, le Foch, n'était pas aussi magique. Moi-même, non personnel du Clémenceau, je suis tombée amoureuse du bateau et notamment de tout ce qui était l'aéronaval. Les posées d'avions, les catapultages, enfin vraiment il y avait une magie du Clémenceau. J'étais la seule femme, très jeune à l'époque, j'ai passé tout mon temps en prison. Ils m'ont logé en prison, il y avait 2000 hommes, ils m'ont logé en prison. Ça ne m'a pas trop perturbée. Il y avait un amiral qui était très sympa, un pacha, qui, voyant que je m'intéressais à tout, les brûleurs, absolument à tout le bateau, m'a laissé faire. Et puis il a eu raison, parce qu'en fait, à l'issue, je me suis engagée. J'avais rencontré les pilotes qui m'avaient expliqué le métier de renseignement. Et je me suis dit, mais ça, et qui m'ont dit, c'est exactement la filière qu'il faut prendre si tu veux un jour aller dans les pays arabes. Et donc, à l'issue, j'ai rejoint l'armée de l'air. Donc, j'ai été recrutée sur titre, c'est-à-dire sans passer par une école militaire, en arrivant directement en 3e année, et c'était en 97. Alors déjà, le Clémenceau, c'était la première fois que je voyais, moi, un matériel de guerre. Le personnel qui était sur Clémenceau m'a dit, les gens m'ont dit eux-mêmes qu'ils percevaient le bateau comme magique. On savait que le bateau allait être désarmé quasiment. Mais c'était difficile de dire pourquoi il était magique. Il y avait ces lumières rouges, c'était presque un cocon, rouge avec un bruit particulier, une respiration particulière, des bruits, et puis une vie à bord très maîtrisée. J'ai commencé par me perdre partout. Et en fait, je pense que j'étais comme tout le monde. Au début, on apprend où on travaille, où on mange, où on dort. C'est le truc vital. Et le fait d'aller partout, pour moi, c'était comme une ville flottante, mais en famille. Une sorte de cocon. Voilà. Tout en étant un cocon de guerre. C'est ça qui me plaisait. Et puis de voir ces avions qui se posaient, qui étaient catapultés. À l'époque, c'était des crusaders, c'était des avions qui faisaient beaucoup de bruit, des super étendards. Et donc, on m'avait donné, les chiens jaunes sur le porte-avions qui s'occupaient des catapultages, m'avaient donné des grands t-shirts qui prenaient l'air, donc je me transformais en boule. Et je roulais, et là, il y a toujours quelqu'un qui me mettait le pied dessus, je m'accrochais au truc. Donc en fait, c'était assez drôle pour tout le monde. Mais moi, j'étais vraiment éprise de ça. Et le pacha a donné l'ordre comme équipe de jour, de nuit. Et que je puisse y aller quand je voulais. J'embêtais personne. Voilà. Et surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que l'équipage, quelle que soit sa fonction, prenait du temps pour m'expliquer ce qu'ils faisaient. Et ils étaient tous amoureux de leur métier. Ça m'avait beaucoup frappé. Où qu'ils soient. Où qu'ils soient, en cuisine, au brûleur, dans les avions, quelle que soit leur fonction, ils étaient tous amoureux de leur métier sur le Clémenceau. Voilà, donc il y avait un peu d'amiante partout. Enfin, c'était un bateau qu'on sentait à la fois ancien, mais on le sentait fiable, on le sentait solide, on le sentait puissant. Vraiment, ce bateau avait, moi j'ai trouvé qu'il avait une âme. Et d'après les gens qui travaillaient dessus, eux aussi le pensaient. La Marine nationale, d'abord c'était des espèces de classes. À Ourtin, on était 6 ou 7 filles, et on l'a assez mal vécu, je dois dire. On était au milieu d'un énorme, je crois qu'il y avait plusieurs milliers de gars, qu'on laissait nous siffler. On était parfois sous la pluie, en chemise blanche, rendue complètement transparente, avec 2000 types qui nous sifflaient des fenêtres et que personne n'arrêtait. C'était un peu anxiogène quand même. Et on n'a rien appris d'utile ni d'intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a même pas fait du sport en fait. Hein. On ne s'est pas retrouvés après les autres filles, mais je ne pense pas qu'on en garde un très bon souvenir. Et surtout, on n'a rien appris. Heureusement que j'étais sur le Clémenceau, parce que j'ai vraiment aimé ça, parce que sinon, rien que ça, je ne me serais pas engagée. Et puis ensuite, quand j'ai rejoint l'école de l'air, douloureux aussi parce que, alors à l'époque, j'ai été recrutée pour faire échouer un recrutement. C'est-à-dire que l'armée de l'air, bon après on me l'a expliqué, on me l'a confirmé, il avait été demandé à l'armée de l'air de recruter une femme littéraire sur titre en 3e année.
Et je pense que quelqu'un s'était dit on va faire ça, puis après ça va échouer, elle va démissionner, on partira, puis on dirait que c'est pas le bon recrutement. Donc je suis arrivée directement en 3e année, la seule littéraire, avec des gens qui n'avaient absolument pas compris pourquoi j'arrivais en 3e année, et qui donc, des élèves qui s'imaginaient que mon père était ministre, et que donc j'avais des passe-droits, j'allais avoir les meilleurs escadrons, donc ça a été le rejet immédiat en fait. Je me souviens très bien, on ne m'acceptait pas à table par exemple. Fait que je mange de mon côté. On m'avait donné des chaussures qui m'avaient beaucoup blessée. Et comme j'étais obligée d'être en basket, on ne voulait pas que je mange. Donc j'entre aux messes. J'avais découvert un univers assez sournois, vraiment pas sympathique. On me faisait apprendre à saluer à l'envers, par exemple. On me faisait apprendre à me ridiculiser partout. Ce qui fait que c'était hyper anxiogène pour moi. Et puis c'était l'année d'application, c'est-à-dire que c'est l'année où on en apprend son métier de renseignement. Mais moi, je n'avais pas le passé des autres. Les plus jeunes arrivaient, ils avaient déjà 2 années d'école de l'air, hein, ils avaient des entraînements, ils avaient des classes ensemble. Moi, j'avais aucune formation militaire, et puis j'étais pas vraiment voulue, et puis je découvrais tout. C'est-à-dire que moi, le stage de Rance, j'avais jamais vu un avion, une arme, un missile, un obus, tout était neuf. Donc c'était très très difficile. Mais je me suis accrochée. Les élèves n'étaient pas très sympas, pas non plus extrêmement maltraitants, mais pas très sympas. Et puis, il y a une ou deux mains qui se sont tendues, qui étaient notamment un officier de la marine qui était en stage à l'école de l'air et qui, lui, pendant tout le temps qu'a duré le stage, m'a aidé à apprendre, en fait, et à m'expliquer beaucoup de choses, des bases. J'étais quelqu'un d'assez solitaire, d'assez renfermé. J'étais très heureuse, moi, j'ai jamais été malheureuse, mais j'étais peut-être un peu Asperger. J'avais vraiment du mal à me socialiser. Et puis, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, en fin de compte. Donc, par exemple, j'avais toujours détesté l'école. Mais en même temps, et puis j'étais mieux dans ma forêt avec des animaux, tout ça. Moi, j'étais très bonne en éthologie, par exemple, ce qui m'a beaucoup servi dans ma carrière. En observant les animaux, j'ai su gérer bien des choses avec les humains. Et en fait, toute petite, j'ai lu beaucoup. Mes parents avaient une grande bibliothèque. Alors j'étais petite et les livres étaient classés dans l'ordre alphabétique. Et ça, c'était fâcheux, parce qu'en fin de compte, à ma hauteur de nez, arrivait la lettre S et K. Je me souviens, donc il y avait Solzhenitsyn, Kafka, Koestler. Moi, je lisais ça, j'étais jeune, donc j'ai mon imaginaire à moi. Et puis, petit à petit, en grandissant, je suis remontée. Le bonheur, c'est quand même de trouver Pagnol à mi-chemin, parce que c'était quand même plus simple. Mais donc, autant je lisais, autant l'école, vraiment, je détestais ça. Alors, à l'issue de l'examen, mes résultats sont changés. Ils sont modifiés et j'aurais dû me douter parce qu'un mois ou deux avant la fin, avant les examens finaux, j'avais reçu un coup de fil étrange d'un colonel qui avait dit « je vous recrute ». Et je lui ai dit « mais moi je ne veux pas aller chez vous, moi je veux aller chez Jaguar à Saint-Dizier ». Parce que j'avais fait des stages à Saint-Dizier et que je m'étais très très bien entendue avec les pilotes, qu'ils avaient été très patients, moi j'étais très motivée, ils m'avaient appris beaucoup de choses, j'avais volé en Jaguar. C'était pas très demandé les Jaguars, donc je voulais absolument faire ça, je n'avais pas compris qu'ils m'appellent. En fait les jeux étaient déjà faits. Et le but quand même c'était que je démissionne, c'était que mon recrutement se passe mal. Et donc, lui avait prévu ça, ce colonel-là, qui était un colonel pilote qui était très intéressé par mon cursus, et qui m'a dit, bon, et à la fin de la conversation, il me dit, quand ça se passera mal dans 2 mois, rappelez-moi. Voilà, donc le jour de l'amphi, tous les résultats sont changés, tout le monde s'en rend compte, et donc il me rappelle en disant, ben voilà, c'est le moment où ça se passe mal, est-ce que vous voulez venir au CDAOA, donc au centre de planification, enfin des opérations aériennes. Et ça a été ma chance. Ceux qui voulaient venir auraient mieux fait de me laisser aller en escadron, parce que ça aurait été sans doute ça aurait été difficile pour moi, j'aurais été avec les autres qui avaient des parcours très solides déjà derrière eux. Mais quand je suis arrivée au CDAOA, ça a été le moment des grandes opérations aériennes au Kosovo, de la guerre dans les Balkans. Et donc en fait j'étais déjà au cœur des opérations. Et donc j'ai appris très très vite. Et j'étais déjà dans l'opérationnel. Et j'ai adoré. J'ai passé 3 ans au CDAOA, je suis partie en Bosnie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai postulé pour tout exercice, absolument tout ce qui passait. Et c'est le seul moment où j'ai vu l'armée, où j'ai réellement travaillé dans l'armée de l'air. J'ai fait toute ma carrière après en dehors de l'armée de l'air, mais j'ai beaucoup appris. Et en fait, c'était très bien que j'ai commencé une carrière de renseignement dans l'armée de l'air, parce que c'est une armée très technique, de techniciens, et que donc c'est très exigeant au départ. Donc il faut être le champion du pixel, de l'imagerie. On apprend vraiment les bases, qui sont très escadrons de chasse, mais qui sont très intéressantes, très formatrices, parce que très rigoureuses. Et c'était très bien que je commence, c'est une bonne école pour le renseignement. Ma première OPEX se fait en Bosnie. J'y suis envoyée sans aucune préparation. Je me souviens que j'avais demandé si je pouvais tirer. Je n'avais jamais tiré. On m'a dit non, pas la peine.
allez, je suis partie. Et en fait, chaque fois qu'on a voulu me lancer, me placardiser ou me mettre en difficulté, l'inverse s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à en faire quelque chose. Et en fait, le sol brûle sous mes pieds, ce qui fait qu'il s'est toujours passé des événements incroyables. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. On a eu des éjections de pilotes, on a eu beaucoup de choses, ce qui fait que j'étais déjà vraiment au cœur des opérations. Alors, de souvenirs, c'était Vega 34 ou Hammer 34 et Vega 31, le call sign des pilotes qui s'étaient éjectés. Ils étaient éjectés dans la ceinture de solaire de Belgrade. Et c'est la première fois où j'ai compris ce que c'était que des missions de sauvetage dans une ceinture de solaire. Ça a été vraiment un moment très important des opérations aériennes où tout ce qui pouvait voler de l'OTAN a été mis en l'air pour sauver ces 2 pilotes. Et c'était vraiment très, très intéressant d'être là. Et puis, à un moment où on était bien en difficulté sur le terrain, le déclic pour moi, ça a été la phrase « Les Français arrivent ». Les Français arrivent. C'est-à-dire que vraiment, vraiment, quand ça se passe très très mal, savoir que les Français arrivent, qu'une mission vient d'être déclenchée du côté français pour venir vous sortir d'affaires, pour moi, c'était le déclic. C'est une phrase tellement puissante. Les Français arrivent, on sait que tous les camarades, tous ceux qui sont sollicités, depuis les pilotes jusqu'au moindre mécano, quand il faut venir sauver les Français, tout est fait pour venir nous sauver. Donc ils arriveront peut-être trop tard, mais on sait qu'ils sont partis pour venir nous chercher. Et il y a très peu de pays qui sont capables de faire ça. Et d'ailleurs, il y a bien des pays que ça rassure d'entendre les Français arrivent, entre parenthèses. Les Brits le font, les Américains le font. Et donc cette phrase-là, la puissance les Français arrivent, le soulagement que c'était, je le ressens encore, je l'ai entendu après, plus tard dans ma carrière. J'ai même menti une fois dans ma carrière et je l'ai dit alors que je savais que les Français n'arriveraient pas, juste pour redonner le moral, qu'on tienne encore un peu. Et ça, je me suis dit, quand on ressent ça, ben, je ne quitterai plus l'armée, quoi. Et je voyais qu'on voulait me faire partir, que tout était mis en œuvre pour que je démissionne, pour me dégoûter, alors qu'il y a quelques mains sympas qui se tendaient quand même, et que tout était mis en œuvre pour ça. Et je me suis dit, je ne partirai plus. La dernière fois que je l'ai dit, c'était il n'y a pas si longtemps. On était au Levant, c'était avec le commandement des opérations spéciales. J'étais avec un petit groupe de commandos, on était là depuis quelques temps, et nous, on sentait que la situation dégénérait. Et pour une raison que sur le moment, on ne s'expliquait pas, quand on le disait, quand on faisait des comptes rendus, on a l'impression que c'était pris en compte. Et moi qui connaissais très très bien la zone où on était, je savais que quelque chose de grave allait arriver. Et alors, j'ai pris mon téléphone plusieurs fois et j'ai appelé en France en disant attention, mettez en alerte les avions, attention, mettez une cellule de crise, mettez une cellule de veille en place. Et à chaque fois, on m'a dit, mais pourquoi tu nous dis ça? Quels éléments tu as? Et j'ai dit, je sais que quelque chose va mal se passer. Toute l'ambiance me montre, nos partenaires, les Kurdes et tout, je vois que ça va mal se passer, quelque chose est dans l'air. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai bien compris à un moment que c'est une mission dont on s'est sorti in extremis. On a vraiment cru que ce serait Husbin, qu'on finirait avec la tête à côté des papiers d'identité le lendemain. Et en fait, il y a un moment où j'ai dit aux gars, les avions sont prévenus, les Français sont prêts à venir. Et je savais qu'on ne m'avait pas cru, qu'il y avait très peu de chances qu'on m'ait cru. Quand on a vérifié plus tard, effectivement, ils n'avaient pas pris les choses au sérieux. Donc on s'est sorti tout seul d'affaire. C'était un grand moment force spéciale, je ne regrette pas, hein, pas du tout. Au contraire, j'ai beaucoup apprécié, c'était un vrai moment commando. Mais je me suis souvenue de l'impact de cette phrase. Et comme on était très en difficulté, je l'ai dite en sachant que je mentais. Les commandos, ils ne s'écroulent pas par terre en disant j'ai peur. Mais disons que ça a redonné du boost pour continuer à faire ce qu'on faisait. J'étais dans un tout petit camp. L'ambiance générale s'est dégradée. Puis Trump nous a abandonnés, en fait, pour être très simple. Et en un tweet, en fait, a décidé que les Américains partaient. Les Américains nous ont abandonnés sur place. On les a vus partir avec leurs gros sacs et au revoir. Les Britanniques se sont retrouvés tout seuls avec nous, alors qu'on voyait bien que le contexte se dégradait. Les Turcs sont arrivés, et dans les convois turcs, il y avait Daesh. Donc notre bon allié turc arrivait avec Daesh. Et ils se sont mis à couper les têtes tout de suite de nos partenaires, au point que les Kurdes ont fait sauter tout leur stock d'armes, ce qui est quand même... qu'ils avaient mis des années à constituer, et on est parti au milieu des flammes en s'en sortant de justesse. Et on savait qu'ils étaient très proches de nous et qu'ils arrivaient pour nous. Et par ailleurs, je n'avais pas non plus dit aux commandos ce que j'avais entendu auprès des Kurdes de ce que Daesh disait qu'ils allaient nous faire.
Et donc on n'a pas étisé pendant des jours. On avait une sorte de raffinerie était en flammes. Et donc on pense que c'était Daesh qui l'avait mis en flammes. Et donc en fait le nuage qui passait au-dessus de nous était extrêmement noir. Et donc moi je savais que empêchait les avions de nous voir. Et effectivement, quand on a fait monter l'hélicoptère américain, ils ne nous voyaient pas. Donc on savait qu'on n'était pas vus. Et petit à petit, on sentait bien que les choses se dégradaient. Et puis moi qui connaissais bien le pays, j'avais bien vu que ça se durcissait. Et qu'on n'était pas cru, donc c'était un sujet de tension, de difficulté. On a évacué tous les non essentiels. On est resté juste vraiment un petit groupe de forces spéciales. J'ai jamais vu des gens aussi efficaces sous pression. Et alors qu'ils étaient de tout, il y avait quelques quelques commandos marines, un tout petit peu de 13e RDP, moi, et j'ai jamais vu des gens se débrouiller autant pour trouver le rance, pour trouver ce qui se passait, alors que les Américains, on était abandonnés de tout le monde, et sous pression, arriver à se sortir d'affaires. Pour moi, c'est le meilleur moment commando que j'ai vécu. Avant de m'engager, je ne connaissais pas l'armée. Mais je connaissais la mort et je connaissais la blessure. Et ça ne m'a jamais fait rêver. Et je n'ai pas fait partie de tous ces garçons qui jouent aux jeux vidéo, etc., à l'été tout le monde, parce que dans le parachutisme, moi j'avais vu des gens mourir. Et j'avais vu des gens mourir de façon bête. Et notamment, j'avais vu un jeune pris dans sa voile, le pied dans sa voile, et qui sur 3000 mètres en fait n'a cessé de descendre parce qu'il avait le pied dans sa voile. Et je me rappelle, en fait, il aurait suffi qu'il enlève sa chaussure, qu'il arrête de paniquer, qu'il enlève sa chaussure, et il s'en serait sorti. Et on l'a regardé comme ça jusqu'à taper, jusqu'à se tuer devant nous. Et j'avais vu pas mal d'accidents comme ça. Donc je ne suis rentrée dans l'armée en fait que pour suivre mon rêve de Moyen-Orient. J'ai jamais cherché la guerre. Alors, il se trouve qu'après, elle m'a beaucoup retrouvé la guerre. Hein. Mais j'ai jamais cherché la guerre et j'ai toujours détesté. La mort ne m'a jamais fascinée. Voilà. Je hais la guerre, mais j'aime le combat. Je hais la guerre, mais j'aime la crise. J'aime décider, réfléchir sous pression. Mais je déteste l'aspect un peu, je ne veux pas dire mythomane, mais la mort, les valeurs, le don suprême, le sacrifice, ça ne faut pas me parler de ces choses-là. La mort, c'est la mort et je l'ai toujours détestée. La blessure, je connais aussi le moment où vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Donc je faisais du plongeon. Et puis, sans avoir pris aucune leçon, puisque je n'aimais pas prendre des cours. Donc en fait, je me lançais dans le vide. Et puis à un moment, ça tombait. Voilà. Et puis à un moment, je me suis quand même bien blessée. Et je me suis fait la fracture du plongeur. Donc j'étais paraplégique. Sur le moment, toute une journée, je ne savais plus comment marcher. Donc l'eau m'a emmenée. Et puis ensuite, j'ai retrouvé un tout petit peu de sensation assez pour arriver jusqu'à me sortir de l'eau. On m'a emmené chez un médecin. Et en fait, c'est très grave. Il me restait plus qu'un filet en fait, dans la moelle qui n'était pas abîmée. Et donc j'arrive à faire ma rentrée des classes à Sciences Po. Assis sur une chaise, c'était une douleur incroyable. Dès que je trébuchais, je souffrais énormément. Je marchais comme une petite vieille. Et en fait, on m'a dit, vous avez déjà bien de la chance de pouvoir remarcher, mais c'est fini. Et en fait, à un moment, je me suis dit, j'ai envie de refaire un dernier saut de parachutisme. Et donc le médecin m'a dit, bon, c'est pas quand même très conseillé. Je dis, ouais, mais bon, voilà, foutu pour foutu, j'ai envie de faire un dernier saut de parachutisme. Donc je saute, moi je faisais de la chute. Et donc je saute, et en l'air, je m'étends, enfin, comme on fait, et j'ai rien senti de particulier, et puis ça ouvre. Et puis je me pose, je trébuche, j'ai pas mal, je marche encore un peu, et en fait j'ai plus mal du tout. Et en fait en l'air, tout s'était remis. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une sacrée étoile. Quelque chose m'a dit, tu arrêtes les bêtises, tu arrêtes un certain nombre de bêtises, tu t'en sors bien, on t'a fait quand même bien peur. Et en fait ça s'est retrouvé plusieurs fois dans ma carrière où je me suis dit, j'ai quand même une bonne étoile qui me fait très très peur, j'ai dû aller un peu trop loin. Et voilà. Donc je connaissais la solitude de celui qui se dit qu'il est tout seul maintenant, hein, quelle que soit la gentillesse des gens autour, on est seul avec sa blessure. Je connaissais la mort, et donc c'est pas des choses qui m'ont fasciné. Moi, j'ai jamais couru après ça. Un officier renseignement, c'est quelqu'un dont le métier consiste à rechercher tous les indices, tous les éléments, qui, une fois analysés, qui, une fois vérifiés, une fois croisés, une fois recoupés, une fois vérifiés, permettent ou bien de protéger les intérêts de son pays, ou bien d'obtenir un avantage sur un ennemi, ou bien de rechercher un ennemi ou une information particulière. Et ça regroupe à peu près, je dirais, une centaine de métiers.
Donc vous avez des gens qui travaillent avec les satellites, vous avez des gens qui travaillent avec les écoutes, d'autres avec... Alors maintenant il y a le cyber et l'intelligence artificielle va absolument tout bouleverser. Le métier va être à réinventer avec l'intelligence artificielle. Vous avez l'imagerie, vous avez ce que j'ai beaucoup fait, c'est-à-dire le renseignement d'origine humaine. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les... il y a des analystes. Et donc c'est vraiment, je dirais qu'il y a peut-être une centaine de métiers autour de ça. Et c'est un métier un peu ingrat, parce que d'abord vous vous êtes réveillé avant les autres, parce qu'il faut trouver. Ensuite, surtout moi j'ai beaucoup vu au commandement des opérations spéciales. Donc vous travaillez avant les autres. Ensuite, pendant toute la phase où les commandos vont chercher ce que vous leur avez dit d'aller chercher, bah, vous êtes éveillé parce que si ça se passe mal, c'est quand même vous qui les avez envoyés là-dedans. Et puis quand ils reviennent, vous n'avez plus qu'à prendre tous les éléments et puis recreuser et continuer à relancer l'action si vous pouvez. Donc c'est un métier quand même très dur, assez propice au burn-out, avec une très forte pression et très ingrat. Je me souviens, il y avait un commando marine, on était au Sahel, et qui m'avait dit, les gars m'appelaient Maya. Alors ça m'avait un peu vexé, je pensais que c'était Maya l'abeille qui se moquait de moi, pas du tout. Il m'appelait Maya à cause du film Zero Dark Thirty. Et il me dit, mais tu l'as vu ce film? J'ai dit non. Et c'était la traque en fait de Ben Laden par une officiérance qui mange, qui dort, qui boit pendant des années avec sa cible en tête. Et c'était exactement mon métier du moment. Et j'étais assez bonne à ça. Et à la fin de l'action, il me dit, tu vois, ça y est, ils ont eu Ben Laden. Et regarde, le groupe, il se congratule. Et elle est toute seule de son côté. Il n'y a personne qui va la voir, qui lui dit quoi que ce soit. Et tu vas voir, elle reprend son avion, elle va rentrer toute seule avec la tranche arrière ouverte et elle est toute seule. Donc elle a fait son job, mais en fait tout le monde l'a oublié. Une fois que le job est fait, tout le monde à la gloire se congratule et en fait elle repart. Et c'est exactement ça. Moi je l'ai vraiment vécu ça. De repartir avec la soute ouverte, hein, en ayant fait le job, contente, hein, mais pour le boulot suivant. C'est assez ingrat en même temps. C'est très 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 valorisant. Voilà, les manœuvres capteurs, quand vous avez... aucun capteur, satellite, écoute, aucun appareil n'est parfait. Aucun ne va aller vous trouver au fin fond du Sahel ou de la jungle l'ennemi. Aucun n'est capable de le faire. Par contre, si vous connaissez très très bien vos capteurs, que vous êtes passionné par les capteurs, vous connaissez les points forts des capteurs, donc ça peut être des caméras, des drones, jusqu'aux sous-marins, des satellites, et vous connaissez les points faibles. Et tout le but d'une manœuvre de renseignement, ça consiste à prendre tous les capteurs qu'on a comme une caisse à outils, hein, vous regardez tous les outils que vous avez, vous les combinez entre eux, et vous essayez de faire du temps réel, vous essayez d'aller chercher votre cible, vous essayez de vivre dans sa tête, vous essayez de la traquer, d'aller la trouver, et de dire au commando, il sera là-bas tel jour. C'est pas un sport de masse, mais c'est extrêmement intéressant à vivre. Au commandement des opérations spéciales, c'est vraiment ce qu'il me fallait parce que j'ai vraiment trouvé mon ADN. J'ai fait plein de choses très très bien. Hein. J'ai beaucoup travaillé aux Nations Unies, j'ai fait des missions pour des services français, j'ai fait des missions vraiment très intéressantes. Mais ce côté capteur et ce côté traque et recherche et aller chercher l'ennemi, et puis je suis même allée beaucoup avec les commandos. Et là, c'était très intéressant d'être avec eux. Je leur avais dit, il faut que je vois ce que vous voyez, en fait, que je comprenne ce que vous voyez. Et donc, en fait, moi, je cherchais, je suis même allée jusqu'à la police, hein, jusqu'au RAID, j'ai été qualifiée négociateur de crise au RAID, c'était pour pouvoir rentrer dans la tête de l'ennemi. Et en fait, j'ai toujours recherché des méthodes différentes et des moyens différents pour augmenter ma caisse à outils et aller les trouver. Et rien laisser m'échapper. Et ça m'a beaucoup passionnée de mettre tous les outils cognitifs, tout ce que je pouvais trouver. Toute ma vie, de toute façon, ça a été remplir ma caisse à outils, d'avoir les outils et d'essayer de trouver. Et ça, c'est une chose que les commandos appréciaient bien, parce qu'ils n'avaient pas vu ça. Ils avaient même dit, on n'a jamais vu quelqu'un aussi orienté sur la mission. Alors, ce n'est pas forcément une source d'équilibre psychique marquée, hein, de vivre avec ça en tête, hein, mais rien ne m'aurait fait lâcher la cible. Il y a une mission au Sahel qui a été assez catastrophique à pas mal d'égards, mais d'un point de vue Rance, ça a été très intéressant. Ma première mission au Sahel, avec le COS d'ailleurs, où là en fait, en ayant croisé des éléments sur un prisonnier qui avait dit des choses, tout ce qu'on avait mis en place, les capteurs, comme je viens de vous l'expliquer, eh bien à un moment, j'ai pensé que notre cible allait se joindre à un mariage dans un village du fond du Sahel. Alors moi, j'avais beaucoup de pression. C'était ma première mission avec les forces spéciales et je découvrais vraiment les commandos. Ce qui me mettait en fort stress, c'était que les gars, tant que je trouvais rien, ben, ils étaient le sac au pied. Alors un jour ça va, 2 jours ça va, des semaines moins, et puis après, il faut les occuper quand même.
Donc ils font du sport et tout, mais enfin, il y en a marre. Enfin, eux, ils veulent, et c'est une pression très forte. En même temps, je ne peux pas trouver comme ça le méchant. Et là, en fait, à force de recroiser tout, j'avais rendu mes équipes complètement folles. À chaque fois qu'on le ratait, je disais, on recommence. On reprend tout, on reprend le dossier, on reprend à zéro. Et on ne pouvait plus. Et à un moment, j'ai pensé qu'il accompagnait un mariage. Et on l'a trouvé exactement là où on avait dit. C'était pas son adjoint qui se mariait, c'était lui qui se remariait, quelque chose comme ça. Et c'était de découvrir, je me souviens encore de son pseudo, je vous le dirai pas, mais de découvrir en fait que toute cette manœuvre capteur, ces jours de travail, arrivaient à attraper un ennemi de la France. Il avait tué des Français. C'est très très valorisant. C'est pas une question de se venger, c'est vraiment le travail est tellement complexe. Et puis par ailleurs, la France se refuse d'exterminer tout le monde sans discrimination. Donc dès qu'un terroriste, dès qu'on perd le fil, dès qu'on le perd de vue, eh bien on ne considère pas que c'est sûrement cette voiture-là. On arrête tout, on recommence tout depuis zéro. Et donc c'est extrêmement ingrat. Et là, par exemple, les commandos, ils sont allés, et puis ça s'est fini comme ça s'est fini. Et ça n'a pas été la seule manip. Et en fait, c'était les commandos qui me rassuraient, qui disaient « Mais t'inquiète pas, boss, continue à travailler, c'est pas grave, t'inquiète, on sait s'occuper. C'est pas la première fois qu'on attend. Et puis quand tu penses que c'est bon, tu nous le dis. » Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que je les tenais au courant tout le temps de moi, de mes avancées en rance. Donc ils se sont jamais autant intéressés aux rances que quand j'y étais. Et je leur expliquais tout. Et eux m'expliquaient le métier en même temps. Donc pour moi, c'était passionnant. Eux, il y en a beaucoup qui se sont mis en rance. Et notamment, j'étais allée voir tous les groupes et je leur avais donné le retour d'expérience et les débriefings que la DGSE avait fait d'otages libérés français, qui étaient des débriefings incroyables. Et les groupes étaient très intéressés parce qu'ils avaient passé des mois au Sahel à chercher ces otages-là, et ils étaient très intéressés d'avoir le retour d'expérience en fait. Et donc j'avais commencé par ça, d'aller voir le commando, leur expliquer tout ça. Donc il s'est dit tiens, la première fille qui arrive, elle prend en compte quand même, elle sait vraiment de comprendre. Et donc ils se sont intéressés au renseignement, et au bout de quelques missions, ils avaient dit maintenant c'est devenu la course. Quand on arrive sur zone, avant personne ne s'intéressait au renseignement, et maintenant c'est à celui qui désossera la voiture, ramènera le plus de trucs. Et ils ont ramené énormément de choses à analyser. J'ai fait beaucoup d'autres missions de renseignement qui n'impliquaient pas la recherche par des capteurs. C'était des missions tout autres. D'aller rencontrer des tribus. J'ai recruté une armée de combattants arabes pour certaines actions. Donc ça n'a plus rien à voir avec des manœuvres capteurs. Le métier de renseignement est extrêmement varié. Et quand vous êtes au commandement des opérations spéciales, moi j'avais quand même une grosse expérience du terrain. J'ai passé énormément d'années aux Nations Unies, puisque mais après mes 3 premières années, puisque la question c'était qu'est-ce qui s'est passé après les 3 premières années dans l'armée de l'air. Après les 3 premières années dans l'armée de l'air, j'étais quand même extrêmement maltraitée. Et donc j'ai demandé à reparler à mon gestionnaire. Mon colonel, il dit mais qu'est-ce que vous voulez me parler vous? Je dis quand est-ce que c'est le Moyen-Orient? Enfin, vous m'avez parlé de Langzo, je veux bien que ce soit dans 5 ans quelque chose, mais quand est-ce que c'est vraiment? Et la réponse qu'il m'a faite c'était vous êtes bien idiote de nous avoir cru, ce sera peut-être chinois un jour. Et moi qui n'étais venue que pour le Moyen-Orient, même si je m'étais passionnée ensuite du terrain, de l'action, des Français arrivent, etc., c'était pas question que je reste pour faire chinois un jour. Donc dans mon désarroi, je me suis dit je vais quitter. Finalement, ils auront obtenu ce qu'ils voulaient. Mais je ne peux pas quitter en me demandant ensuite si vraiment je suis vraiment allée jusqu'au bout. Et donc j'ai pris l'organigramme et l'annuaire. Je suis tout en haut. En haut, il y avait Major Général des Armées. Bon. Je dis c'est quoi un Major Général des Armées? Qu'est-ce que ça fait? C'est pour les cas vraiment très compliqués. Je dis ça doit me correspondre. Donc j'ai écrit, cher Major Général, je voudrais qu'on me dise si vous voulez vraiment vous débarrasser de moi en fait. Parce que moi je ne comprends pas tellement. Je ne comprends pas pourquoi on est venu me chercher. Parce que moi j'étais dans le civil, je n'avais rien demandé. Pourquoi est-ce qu'on est venu me chercher si on me traite comme ça? Bon, encore ça c'est pas grave. Admettons que ce soit les débuts, que ça se passe toujours comme ça. Mais surtout, c'est quoi l'avenir? Quand il a... En fait, tout le monde connaissait la maltraitance. Et quand il a monté mon dossier, ça s'est passé très vite. Il m'a reçu très vite. Il a arrêté la maltraitance. J'ai découvert que dans l'armée, il y avait une justice.
ce qui n'était pas, je n'avais pas forcément envisagé ça sur le moment. J'ai découvert qu'il y avait une justice et il m'a dit, écoutez, puisque c'est ça, mon dossier était épais comme ça, j'étais que lieutenant, il a dit, on vous propose de faire langso-arabe. Et donc je me suis dit, bon, alors là, tu prends ta chance et tu la lâches pas. Donc j'ai fait langso-arabe. En même temps, dans les mêmes 3 années, je suis retournée à Sciences Po Paris et j'ai fait le DEA avec Gilles Kepel sur les mondes musulmans. Et en même temps, j'ai fait le cours des capitaines. Je suis sortie de tout avec mention et en me disant, bon voilà, maintenant je suis outillée intellectuellement pour le Moyen-Orient. Comment est-ce qu'on y arrive? Et là, j'ai compris que ça allait être compliqué aussi. Et donc j'ai répondu à une prospection qui ne ressemblait pas à grand-chose. On recherche un observateur pour ne pas faire grand-chose au sud Liban, il ne se passe rien, vous prenez une voiture, faites le tour de la frontière, puis vous revenez. C'est déjà le Moyen-Orient, j'y vais. J'ai postulé, etc. J'ai eu de la chance, on me l'a donné. Et là, quand je suis arrivée, encore une fois, bon là ensuite, le Moyen-Orient a pris feu en fait. Hariri est mort, a été assassiné très peu de temps après. Je suis devenue officier, disons, pour le Hezbollah libanais. J'étais sur la frontière entre, à l'époque, Israël et le Hezbollah était vraiment... très proche. La mission dans laquelle j'étais recouvrait 5 pays, la Syrie, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, Israël et la Palestine. Et donc pendant des années, je ne suis plus jamais rentrée en France, même pas en famille, rien. Chaque fois que j'avais un jour de libre, j'étais au Moyen-Orient, je visitais, j'allais dans tous les déserts, j'ai rencontré énormément de tribus. J'ai vraiment compris, j'ai vécu dans ces pays, dans tous ces pays. Alors il y a des rencontres plus ou moins sereines. J'en ai beaucoup rencontré des tribus. Il y en a... Alors un bon moment, par exemple, le coup du poème arabe, je l'ai fait plusieurs fois. Mais ce qui s'est passé, c'est que la première fois, je sortais d'INALCO. Donc mes enseignants nous avaient fait apprendre des tas de choses par cœur, notamment des poèmes arabes. Et dans une tribu qui était vraiment compliquée, il faut voir que moi je voyageais toute seule. Je prenais une voiture, je voyageais partout toute seule. Et j'ai eu très peu de problèmes. Mais par contre, souvent des petits incidents, ou bien les gens se demandaient ce que je faisais là, par exemple. Et donc, dans une tribu, j'avais été un peu pas bousculée, parce qu'ils ne manquaient pas de respect à ce point-là, mais enfin, c'était pas agréable. Et c'était une tribu, en fait, qui était à la frontière de Rafah, près de Rafah. C'est une zone qui, en fait, était très, en Égypte, qui était entre la Palestine et l'Égypte, et qui était très criminelle. Et donc cette tribu, on soupçonnait qu'elle avait fait partie des gens qui avaient posé des bombes à tabac et pas loin. Or les Nations Unies, sachant que j'allais partout dans la zone, me confiaient des tâches de renseignement, et puis certains services français aussi, et puis c'était aussi bien que je rencontre cette tribu. Et comme ils étaient un peu agressifs à un moment, oui les Français ceci, je dis mais les Français quoi? Mais vous nous maîtrisez, vous connaissez rien à votre culture, à votre culture chez nous, à votre histoire. Et je dis, mais pas du tout. Et je me suis levée devant tout le monde et j'ai récité en arabe le poème de Moutanabi que j'avais appris à Langso. Et on m'a ouvert toutes les portes. Mais c'était un petit poème qu'on apprenait, qui faisait partie je sais plus des examens de 2e ou 3e année. Il fallait lire un texte, et puis on connaissait tous nos textes par cœur pour pouvoir les lire mieux. Et puis je me suis levée et j'ai récité ça. Et ensuite, je leur ai fait souvent le coup du Moutanabi. Et de temps en temps, le 13e RDP était assez surpris. J'ai fait ça ce coup-là ensuite plusieurs fois. Et en fait, ça montrait que j'avais fait l'effort d'apprendre la langue, et notamment d'apprendre l'arabe classique. Et donc d'être cultivée. Et j'ai compris la force de la culture. Et toute ma carrière, je me suis dit, c'est pas grave, si t'as pas d'armes, si on t'envoie toujours dans les pires missions, en n'étant jamais équipé, jamais armé, etc. Parce qu'en fin de compte, un poème arabe, c'est parfois plus fort qu'un pistolet posé sur la table. Et je me suis sortie de bien des situations avec la culture. J'ai une autre expérience de tribu, moins sympa. C'était quand j'étais en poste au Liban 2 ans, et mon camarade, on était 3 Français, l'un des camarades a été tué. Il a été assassiné par l'armée israélienne de sang-froid. Donc il était à côté de sa voiture avec ses jumelles, son béret bleu, et un soldat israélien a estimé qu'il avait envie de tuer un observateur, il l'a tué. Et j'ai ramené son corps en France, j'ai ramené à sa famille, j'ai ramené au ministre. C'est moi qui ai pris les photos dans une morgue à Saïda, et c'était mon premier contact avec la mort d'un camarade. Et c'était encore autre chose là. Parce qu'il y a un phénomène d'identification, on se voit à sa place. Et c'est pas tellement que je me disais, oh mon Dieu, je pourrais être mort, c'est je me disais, ma famille pourrait me voir de cette couleur, avec cet aspect-là. Et ça m'a vraiment marqué. Et donc,
Je rentre en France, je le ramène. Je suis reçue par le chef d'état-major de l'armée de l'air et qui essaie de me parler en fait, parce qu'il voyait bien tout ce que j'étais en choc et très, très fatiguée. Et puis il m'explique qu'en fait, les Nations Unies demandent que je sois prolongée et que je vais passer beaucoup de temps au Moyen-Orient. Donc je retourne sur place et je commence à avoir des missions de renseignement. Pour certains services français, pour l'ONU, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. Dès que j'étais pas en poste, en fait, j'allais là où on me demandait d'aller, et j'étais toujours celle qui ramenait des infos. Et à un moment, je partais donc on me mute en Israël, on me mute à Jérusalem. J'ai une promotion, et on me mute à Jérusalem, et je deviens l'adjoint du conseiller politique des Nations Unies à Jérusalem. Donc là arrive la deuxième intifada, la troisième intifada, enfin, c'était vraiment très très tendu. C'est le moment où Sharon tombe dans le coma, c'est le moment où les Israéliens sortent de la bande de Gaza. Donc c'était très 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 tendu, et c'est le moment où Gilad Shalit se fait kidnapper, au moment où je longe d'ailleurs la frontière avec Gaza. Et je passe le poste frontière, le soir tombe, et il y avait une dame toute tremblante, une américaine, une enseignante de mémoire, il me semble, et qui venait juste, elle avait été prise en otage à Gaza par des familles de malfrats, et elle avait été libérée par le Hamas. Le Hamas venait d'être élu, et le Hamas avait remis de l'ordre dans Gaza en disant « bon, maintenant, toutes les familles criminelles, ça suffit », et donc elle avait été libérée, cette dame-là. Et donc elle est arrivée toute tremblante aux potes israéliens, et elle voulait rejoindre son ambassade en Égypte. Et les Israéliens l'embêtent parce que ses papiers n'allaient pas, je ne sais pas comment elle n'avait plus de passeport, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et à un moment, les Égyptiens disent « est-ce que vous pouvez prendre cette dame en charge ?» quand vous parlez la langue, et l'emmener à son consulat. La nuit tombe, et je récupère cette dame, et elle me racontait encore sa prise d'otage. Elle avait été très très maltraitée par les enfants. Il lui a fait vraiment très très peur, il jouait avec des armes à côté d'elle, et le Hamas était arrivé juste à temps sans doute pour éviter un gros problème. Donc on était encore là-dedans, elle me racontait tout ça. On monte dans une voiture, un peu comme un taxi. Les tribus en fait, certaines tribus dans le Sinaï, vous prennent en charge, et puis ils vous emmènent à Sharm el-Sheikh ou ailleurs. Et la nuit tombe, et puis c'est vraiment noir dans le désert. Et là, on ne comprend plus parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur la bonne route. Le chauffeur se met à plus nous parler du tout. Et quand je touche la porte, en fait, elle ne s'ouvre pas, le truc ne répond pas, en fait. Le loquet, en fait, est mort. Donc, on ne peut pas sortir non plus. Et il s'arrête sans un mot. Bon, en fait, il ne parlait pas notre langue. Il s'arrête sans un mot. Et là, une autre voiture arrive dans le noir. Et on nous fait signe de changer de voiture. Et là, je me dis, bon, on est en train d'être kidnappés. Puis dans le Sinaï, ce n'est pas le bon endroit. Parce que le Sinaï, c'est quand même... Là, je connaissais les tribus du Sinaï, ça ne me disait vraiment rien qui vaille. On change de voiture, on essaie un peu de se débattre un peu. Et puis, il nous fait signe qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Il y a des gens qui sortent, on nous met dans la voiture, et puis on reprend notre chemin. Et en fin de compte, on n'était pas kidnappés. C'est simplement qu'il nous avait revendu comme un client à un autre taxi, en fait. Et il ne parlait pas du tout un mot de notre langue. Enfin, on avait vécu une soirée, et ça, c'était typique, les tribus du Sinaï, dans lesquelles j'avais pas bien confiance. Il y a des tribus en Jordanie, j'ai confiance sur ma vie. Il y a des tribus en Égypte, notamment le long jusqu'au Soudan ou le long de la frontière libyenne. J'ai passé des semaines avec eux au fin fond du désert. Ma vie était entre les mains. J'ai confiance en eux sur ma vie, mais pas les tribus du désert. Donc, quand vous commencez à connaître les tribus, c'est déjà très fascinant, le désert. Moi, vraiment, c'est vraiment mon paradis à moi, ce sont les déserts. Et donc, vous avez toutes sortes d'interactions avec les tribus. La Syrie commence à basculer dans la guerre. Le Conseil de sécurité n'arrive pas à stabiliser la situation et à obtenir une résolution des Russes pour qu'on puisse se déployer en tant qu'observateur. Et s'il n'arrive pas à obtenir une résolution des Russes, c'est parce que les Russes ont très mal vécu l'affaire libyenne, la résolution libyenne. On leur a menti délibérément. Et Kadhafi a fini comme on le sait. Et les Russes ont très très mal vécu. C'était presque l'humiliation de trop pour les Russes, et les Syriens l'ont payé, et depuis l'ordre mondial n'est plus le même. Et donc, à un moment, Bachar el-Assad accepte qu'il y ait un cessez-le-feu, mais ce n'était pas lui le plus problématique, c'était les rebelles. Il y avait plein de groupes rebelles qu'on appelait des Katibas, qu'on ne connaissait pas très bien. L'Occident avait pris comme interlocuteur, comme d'habitude, des gens absolument pas représentatifs sur le terrain, donc habillés en beaux costumes dans les capitales européennes, Paris et Londres, et puis parlant bien l'anglais, et puis avec des réseaux. Bon, on ne sait jamais les gens qui comptent sur le terrain, mais c'est toujours ceux sur lesquels notre diplomatie s'appuie. Donc ça ne fonctionnait pas. Et l'ONU n'arrivait pas du tout à parler à ces rebelles, ne savait pas qui c'était. Et à un moment, les rebelles admettent
accepte ce cessez-le-feu. Et là, les Russes, Poutine accepte vraiment du bout des lèvres qu'il y a une mission, de la dernière chance, d'observateur de cessez-le-feu. Tout le monde pensant qu'on pouvait encore arrêter la catastrophe. Il était -1, mais enfin, on pouvait encore arrêter la catastrophe. C'était tellement urgent que la génération de force a été faite comme jamais aux Nations Unies. Moi, j'étais en poste à New York aux Nations Unies à cette époque-là. J'ai jamais vu une génération de force se faire à cette vitesse. L'ONU a sorti des missions existantes tous ceux qui parlaient arabe. Et puis après, il n'y en avait pas assez, donc ils en ont sorti d'autres que leur pays donnait. Et ça a donné une grosse catastrophe en termes de PTSD ensuite, parce que personne n'était préparé à ce qu'on a trouvé ensuite. Et puis moi, c'est au Conseil de sécurité. Le général Mood, qui doit prendre le commandement de cette mission, me demande à l'ambassadeur Haro, il me connaissait du Moyen-Orient, il m'avait entendu l'aider sur la préparation de son dossier. Et il demande à l'ambassadeur Haro que je puisse partir en Syrie avec lui. Je pars. Le cessez-le-feu, il n'a pas duré très longtemps. Et puis après, on s'est retrouvé à documenter une guerre avec des violences de plus en plus dangereuses et inquiétantes vis-à-vis de nous. On est devenu l'enjeu de... Quand vous êtes observateur, c'est un peu comme les journalistes en Ukraine ou ailleurs, vous devenez un enjeu de guerre. Et donc en fait, chacun fait son massacre, met son truc en scène, et puis vous appelle et vous dit que c'est l'ennemi qui a fait ça. Mais enfin, franchement, la chose dont vous pouvez être sûr, c'est que les gens sont morts devant vous, c'est tout. Et donc on se retrouve vraiment dans la mission qui a été qualifiée ensuite de plus violente des Nations Unies pour des observateurs désarmés. Au fur et à mesure, certains observateurs sont retirés d'ailleurs de la mission. Et la mission que moi j'avais, la mission dans la mission, parce que je travaillais ici pour mon pays, c'était de prendre contact avec les rebelles, comprendre qui c'étaient ces gens-là. Et donc j'étais dans l'est de la Syrie, du côté de Deir ez-Zor. Et tous les jours, donc le long de l'Euphrate, la seule façon qu'on avait de comprendre qui étaient les groupes rebelles, on ne savait pas si c'était des islamistes, on ne comprenait pas trop, c'était en fait de se livrer. C'est-à-dire qu'on prenait la voiture, on se dirigeait vers le nœud de rebelles qu'on connaissait, on arrivait avec la voiture, on arrêtait, et là les portes s'ouvraient, on était sortis, et puis ensuite on parlait avec eux, on discutait, on essayait de comprendre ce qu'ils voulaient, on se faisait amis, et puis le lendemain, on remontait en fait, on passait au groupe suivant en fait. Et donc, il y a un moment, un certain nombre d'attentats étranges se produisent, dont on est sûr qu'ils ne sont pas le fait du gouvernement syrien et ils ne sont pas le fait des rebelles. Il y a un autre groupe d'islamistes, dont on découvrira plus tard que c'est Al-Qaïda, Jabhat al-Nusra, et qui se met à massacrer, à faire des attentats, des égorgements, des choses que les rebelles dans cette zone-là ne le faisaient pas. Et à un moment, un attentat se produit dans une raffinerie, une petite raffinerie, et tous les soldats ont été massacrés, tous les soldats syriens, à l'arme lourde, quelque chose que normalement ne se produisait pas. Donc on nous envoie tout de suite sur les lieux. C'était très loin dans le désert, donc on y va dans notre voiture. Moi je sens que ça va être une mission compliquée. On est plusieurs à sentir que ça peut être une mission compliquée dans une zone dangereuse, donc on met des observateurs assez capés. Et bon, après il faut lire dans le livre parce que je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et sur le chemin, une voiture a un comportement très étrange. C'est-à-dire que nous on descend de la voiture, on demande notre chemin, parce qu'on a Bachar al-Assad, ses services ne nous autorisaient pas à avoir un GPS. Donc on demande notre chemin et le comportement, dans une zone très mafieuse, très, très criminelle. Et le comportement m'inquiète. Il y a un type qui a des liasses de billets à la main. Quand l'observateur lui parle, il part en courant vers sa voiture, il la démarre. Ensuite, il nous double. Et chaque fois qu'il nous double, ensuite il ralentit. Et on n'arrive pas à se séparer de cette voiture. Enfin, et moi, je ne le sens pas du tout. Et donc je dis au gars, doublez-la, il ne faut pas qu'on reste collé à cette voiture, elle est vraiment étrange. Les autres sont assez sereins. Ils disent non. Donc je prends mon appareil photo et au flash, et la voiture part dans le désert immédiatement. On continue. Et ensuite on arrive sur les lieux d'attentat et vu ce qu'on voit, on oublie complètement l'incident du matin. Et on repart en ayant complètement oublié. Et là il y a un homme, un blond, grand, un peu type, je ne sais pas moi, américain ou ukrainien ou russe, grand blond, pas du tout type local, qui nous propose, moi je n'entends pas ce qu'il dit, mais il propose de nous raccompagner jusqu'à Deir ez-Zor. Et on lui dit non, enfin, on trouvera notre chemin. Et puis nous on est crevés. Vu ce qu'on est en choc, vu ce qu'on a vu, c'est une horreur, on est crevés. Et donc on ne fait pas attention. Voilà. Et bizarrement, sa voiture refait exactement ce qui s'est passé le matin.
Donc elle nous double, elle nous rebloque, elle nous double, elle nous rebloque. Et là, on ne réagit pas trop. Et tout à coup, ça va très vite en fait. Ça va très vite, une embuscade. Le temps de s'en rendre compte, c'est déjà fini. Et le Yéménite à côté de moi dit on est mort. Et en fait, on vient de monter sur un pont. Et là, tout à coup, des mobylettes arrivent devant. Donc la voiture devant nous passe, les mobylettes arrivent, elle se met en travers. Derrière, des mobylettes arrivent. Et le temps de le dire, c'est déjà fini. Et on est au milieu de nulle part. Il n'y a rien qui passe, on n'a pas de téléphone satellite, puisqu'on ne peut pas en avoir, puisque le gouvernement syrien nous l'a interdit. Quand on sort de la voiture, on entend, bon tout de suite on sait que c'est Al-Qaïda, parce qu'en fait, ce qu'on entend, c'est tout de suite Ben Laden, Irak, djihad international. Alors qu'en Syrie, on entendait liberté, révolution, Syrie, donc c'était tout à fait autre chose. Et immédiatement, on était tous arabophones, enfin, il y avait des Arabes avec moi, il y avait Yéménites, Maroc, Égyptiens, un Kirghize dans la voiture derrière et moi. Et on sait tout de suite en fait qu'on vient d'être pris par Al-Qaïda. Et donc, en disque rayé, nous expliquent qu'ils vont nous égorger. Alors au début, c'est pas très clair leur discussion. Après, moi, je comprends le mot en arabe égorger, puis mon cerveau dit non, ça doit être autre chose. Et puis, je sais que c'est ça. Et puis, et surtout, il y en a un qui a un peu jeté son dévolu sur moi et il me sourit chaleureusement. Chaleureusement, il n'y a rien qui lui fait plus plaisir que de me rencontrer. Et lui, il dit en boucle, c'est moi personnellement qui vais t'égorger. Donc à un moment, je lui dis, on va appeler le Prince Rouge, qui était quelqu'un, un rebelle arabe syrien, qui était extrêmement charismatique, des tribus qui étaient très très charismatiques dans la région. Et normalement, quand on disait, moi c'est le surnom qu'on lui avait donné, le Prince Rouge, son vrai nom on ne le donne pas. Normalement, quand on mentionnait son nom, tout de suite les choses se calmaient. Et là, en fait, il éclate de rire et dit, aujourd'hui, il ne viendra pas te sauver. Et donc, je me retire de la négociation parce que franchement, le fait d'être une femme, ça n'aide pas. Si on découvre que je suis française, ça va encore moins aider. Donc, je laisse le Marocain, le Yéménite négocier. Je me rentre dans la voiture qui est derrière et je fais semblant de passer des messages à la radio. De toute façon, tout est pété. Je sais que les antennes ont été cassées, je sais qu'il n'y a rien qui passe. Mais je fais semblant à la radio de ne pas paniquer et d'expliquer à quelqu'un où on est. Et en fait, à côté de moi, il y a le Kirghize. Et on se dit, les Arabes vont s'en sortir, mais pas nous, en fait. En fait, ils vont libérer les Arabes et nous, on va rester là. Et nous, on va tomber dans leurs mains. Donc, il y a un moment assez long, on ne se parle pas. Et puis, je ressors de la voiture. En fait, quand on est en stress, ce qui soulage le stress, c'est l'action. Il faut faire un truc quand vous êtes en stress. Donc, sortir de la voiture et aller faire quelque chose, ça aide quand même. Et donc, je retourne auprès de mes camarades et j'entends la même chose. Et au bout d'un moment, on joue la dernière carte, en fait, qui était si vous nous égorgez et que vous nous balancez dans le désert, surtout qu'on revenait du lieu de l'attentat, on savait très bien de quoi ils étaient capables. Et on avait trouvé plusieurs jours avant des gens qui avaient été assassinés, les mains liées derrière le dos, égorgés, qu'on avait mis dans des pick-up comme des carcasses de bétail. Donc on savait très bien ce qu'ils pouvaient faire. Et on leur dit, si vous nous égorgez et que vous nous laissez dans le désert, vous n'arriverez pas à vous intégrer dans les katibat rebelles du long de l'Euphrate qui vous détestent. Et c'était vrai, on ne mentait pas. Et en fait, c'est l'argument qui a porté. Pourquoi est-ce qu'on en a eu l'idée? Parce que plusieurs jours avant, une autre patrouille avait été kidnappée. Alors eux, c'était encore plus terrifiant que nous. Ils ont été kidnappés une nuit entière. Il n'y avait qu'un arabophone qui n'avait pas dit qu'il était arabophone et qui toute la nuit ont entendu discuter de la façon dont on allait les égorger, les laisser dans le désert. Et il a entendu, c'est lui qui a entendu un type qui disait « il ne faut pas les égorger, il ne faut pas les tuer parce que ce sont des gens de l'ONU, ils ne sont pas armés et si on fait ça, on ne pourra jamais pénétrer dans les katibats ». Et c'est pour ça qu'on a réutilisé pour ça j'ai dit aux Marocains, mais en fait c'est le même cas que les autres. Et donc lui, il a négocié avec cet élément-là, et c'est comme ça qu'on nous a, qu'au bout de longtemps, ça nous a paru long. Alors le soleil était brûlant, hein, c'était en pleine journée, mais on avait tous froid. C'est le souvenir que j'ai, qu'on avait tous froid. Et je suis incapable de dire combien de temps ça a duré. Au bout de longtemps, ils nous ont laissé repartir, on a pris les véhicules. Là, on a fumé tous des tas de paquets de cigarettes. Moi qui ne fumais pas, j'en prenais 10 en même temps. Et dans la voiture, je leur dis, mais je voulais confirmer en fait. Je me dis, mais est-ce que c'est une mise en scène? Est-ce qu'on a voulu juste nous faire peur, nous impressionner? Et en fait, le Yéménite, il me dit, ou le Jordanien, qui était un très très bon gars, très 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 compétent, m'a dit, c'est le même cas que pour les autres, pour l'autre patrouille. Et en fait, on avait négocié avec les mêmes éléments et on s'en est sorti comme ça. 6 mois plus tard, on ne s'en sortait pas. Contrairement au commando, moi, j'ai jamais été malade.
Et le doc du premier PMA disait que j'avais des intestins de Kurde. Donc je n'étais jamais malade. Jusqu'à ce qu'on fasse venir un cuistot de France qui a fait un espèce de... avec de la viande et de la tomate, là, je sais pas comment... hachis, je sais. Et je suis rentrée de mission assez tard, dans la nuit. J'ai pris ce qu'il y avait dans le frigo, je ne l'ai pas fait chauffer et je l'ai mangé. Et catastrophe, jamais j'étais aussi malade, à vomir, sauf que quelques heures plus tard, c'était le matin, il fallait qu'on fasse 15 heures de route, tous en convoi, parce que la task force repassait, changeait de pays, et que la task force, en fait, allait quitter. Et donc, au lieu de me laisser dans mon lit en disant, bon, on laisse... parce qu'il y avait 2-3 personnes qui restaient, on me demande d'être dans le convoi. Et la grosse crainte de tout le monde, c'était mais qu'est-ce qui va se passer? Les intestins vont forcément lâcher, quoi. Or, dans cette zone du Moyen-Orient, c'est plat comme la lune, il n'y a pas un buisson. Et pendant les 15 heures qui ont suivi du convoi, alors moi, les autres ils étaient malheureux pour moi, mais pendant les 15 heures du convoi, j'ai vomi sans discontinuer. Je tenais même plus debout. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Par contre, les intestins ont tenu. Donc ils avaient prévu des couvertures, des paravents, des trucs et tout. À chaque fois qu'on arrêtait la voiture, il y avait toutes les bagnoles des commandos derrière. Il y en avait je sais pas combien, une file gigantesque. Et tout le monde se disait non, au secours, on veut pas voir ça. Et en fait, ça a tenu. Et j'ai passé 15 heures comme ça. Et quand on arrive de l'autre côté, alors la nuit était tombée, on me sort de la voiture. Je me rappelle, il y avait le 13e RDP dans la voiture, il y avait le doc du premier PIMA, puis je sais plus qui. Ils étaient désolés, hein, j'étais allongée. Et donc on arrive dans le deuxième pays et tout le monde s'équipe, prêt à prendre l'avion. Là on découvre qu'en fait tout le monde m'avait oublié, enfin j'avais oublié et donc je n'allais pas prendre l'avion. Et qu'en plus de ça, la relève arrivait et qu'elle voulait que je reparte dans l'autre sens. Bon là il y a des commandos marines qui sont allés me poser sur un lit et puis j'ai attendu que ça se passe. Et je suis repartie dans l'autre sens. Mais le fait d'avoir vécu, je sentais l'angoisse des gars. Quand est-ce que la diarrhée va se déclarer? Et il y a juste 50 bagnoles sur un terrain complètement plat. Et je me suis dit, ça va être la honte, l'abomination de ma vie. Et mes intestins m'ont pas lâché. Et je garde ça comme le souvenir du seul moment où j'étais extrêmement malade. Et c'était un cuistot français. Et j'ai un autre souvenir c'est vraiment l'une des plus gros fous rires de ma vie que j'ai pris. On était au Sahel, c'était une mission vraiment compliquée. Hein. C'était vraiment une mission dont on ne garde pas de bons souvenirs. Il y a un mort, des blessés. Et donc, à un moment, il y a une sorte le premier PIMA organise, il y avait surtout le premier PIMA, quelques marins, et le 13e RDP, et ils organisent une sorte de pot pour un peu se défouler, lâcher la pression. Donc ceux qui sont d'astreinte, ils ne participent pas. Mais Bayonne, pour le coup, commence à organiser l'aviron bayonnais, là, quand ils se lancent tous. Et en fait, j'étais avec le 13e RDP. Donc les filles, elles ne font pas ça. C'est pas une bonne idée. Se jeter sur les mains de tout le monde, c'est pas une bonne idée. Donc j'étais sur le côté. Et j'étais avec 2 gars du 13. Et en fait, le défouloir était tel que tous les mecs se jetaient sur eux, mais ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il n'y avait pas de mur derrière eux. C'est-à-dire que le dernier ne se rendait pas compte qu'il lançait le mec dehors, dans le noir, il allait se cracher plus loin, et le reste, et les autres s'empilaient derrière, en fait. Et on riait tellement qu'on n'arrivait pas à leur dire « mais vous avez blessé les gars ». Et surtout qu'il y en avait un qui était en dessous. On voyait des pieds, des mains qui sortaient, des mecs qui disaient « aïe ». Et nous, on riait comme jamais. Et en fait, l'aviron bâillonnait, et hop, il y en avait un autre qui passait, et on avait l'impression d'être dans Tintin au Congo, quand il tue les gazelles, et qu'il y a un énorme tas de gazelles. Donc il n'y a pas eu de blessés, mais c'était un peu un miracle. Et je me rappelle notre incapacité d'arrêter le truc, tellement on riait. Et c'est des moments le rire a différentes significations en opération. Mais celui-là, c'était un vrai rire de fou rire. Donc ça, je m'en souviens bien, parce que c'était dans une mission compliquée, et je pense qu'on a d'autant plus ri que c'était compliqué. J'étais chargée de participer à la création d'une armée de partenaires, des combattants, qu'on allait former, qu'on allait équiper. J'étais chargée de les recruter dans des tribus d'un certain pays. Et on arrive à faire tout ça. Comme d'habitude, la France propose des tas de choses, mais enfin après, elle n'a pas d'armes, donc elle appelle les Américains pour se greffer un peu sur la main américaine. Mais j'étais arrivée à convaincre les Américains qu'on pouvait vraiment être utile.
recruter des gens des tribus, et tout ça se met en place. Et en fait, un commando marine au comportement inexplicable, il est parti ensuite, hein, c'est quelqu'un qui visiblement n'était plus très bien là où il était, avait amené une cornemuse et jouait de la cornemuse. Mais il nous cassait tous ses oreilles, il jouait de la cornemuse dans la tente où on était tous, donc aucun savoir-être, aucun savoir-vivre. En général, les commandos sont très discrets, ils sont lourds mais ils marchent comme des chats, quoi. On les entend pas. Alors lui, il jouait de la cornemuse, il nous cassait les oreilles. On disait, mais on va lui péter sa cornemuse, puis on va lui casser la tête avec. Et le gars, en fait, décide, on n'a jamais compris, de jouer Amazing Grace avec sa cornemuse au pied du bâtiment américain, de la tente américaine. Donc déjà, les types se disent, mais c'est quoi ce truc? Et puis en plus, c'était Amazing Grace, eux, ça les fait pas rire, parce que c'est une musique très traditionnelle, très solennelle. Et en fait, ça a failli dégénérer en problème diplomatique. Il a fallu qu'on y aille, quand le chef y aille, pour s'excuser du comportement du gars. Et tout le monde voulait le tuer, le gars, avec sa cornemuse. Et puis surtout, les Américains ne comprenaient pas comment un cinglé de Français avait amené sa cornemuse. Il avait décidé de prendre des cours de cornemuse, de s'entraîner. Mais on est quand même au milieu de l'ennemi, quoi, je veux dire. Et l'autre, il était avec sa cornemuse, quoi. Donc voilà, j'ai pas beaucoup aimé le comportement parce que ça nous a vraiment mis en difficulté, personne n'a compris son comportement. Nous, on voulait lui casser la tête avec, mais les Américains réellement étaient les forces spéciales américaines qui perdaient du monde dans d'autres pays, etc. Eux, ça ne faisait pas rire du tout. Donc ouais, moi ça m'a pas fait rire, mais il paraît que ça fait rire d'autres. Je travaille avec les Russes. J'ai eu la chance de faire un très long parcours aux Nations Unies. Donc j'ai travaillé avec les Russes, avec les Iraniens. Je les connais bien. J'ai jamais eu de problème à travailler avec eux. C'est très intéressant de travailler avec eux, notamment au Moyen-Orient. Leur regard sur le Moyen-Orient, leur analyse, ils se trompent rarement. Mes collègues se sont rarement trompés. Et j'ai aussi beaucoup travaillé avec les Américains. Et j'ai notamment travaillé avec les Américains à 2 reprises. Lorsque le commandement des opérations spéciales m'a envoyé au sein des Delta, des forces Delta, au Levant. Et ça communiquait pas bien entre les Français et les Américains. Et petit à petit, il se trouve que moi je connaissais le pays et qu'eux ne le connaissaient pas. Et donc j'ai apporté une carte qui était utile pour eux. À partir du moment où on leur est utile, ou si on leur demande des choses qui ne leur coûtent pas grand-chose, ils sont en renfort, les Américains. Et donc petit à petit, ils m'ont emmené sur le terrain et j'ai découvert l'univers de ces Golgoths des forces Delta. Et c'était très intéressant de voir les Deltas. Ce sont des gens très autonomes. L'un d'entre eux, d'ailleurs, a appelé directement le conseiller d'Obama, par exemple. Donc c'était un moment qui était très intéressant. Et c'est là que j'avais vu qu'en fait, les Américains, les grands commandements ne se parlaient pas forcément entre eux. Et on avait vécu un moment irréel où des Américains d'un certain grand commandement avaient franchi la frontière, arrivé dans notre zone, sans que nos Américains à nous n'en aient été avertis, et qu'en fait, c'est les Français qui ont dû mettre un drapeau américain et bleu, blanc, rouge sur le drapeau d'un véhicule des forces spéciales, de se poster face aux Américains qui venaient pour en fait que tout le monde comprenne qu'il fallait déconflicter et que ça allait se battre entre Américains. Donc j'ai vécu des scènes assez incroyables avec les Américains. Les Deltas, en l'occurrence, il y a différents types de forces spéciales chez les Américains. Les Deltas et la Team 6, SEAL Team 6 là, sont l'élite. Ce sont des gens dont certains sont très cultivés, et certains ont des parcours très intéressants. Et puis un autre moment où j'ai travaillé beaucoup avec les Américains, c'est lorsque dans la coalition anti-Daesh, la grande coalition internationale, moi j'étais chef du renseignement et j'avais fait beaucoup de missions déjà au Levant. Et le chef des opérations spéciales américaines et le chef des opérations spéciales britanniques m'ont fait venir auprès d'eux et m'ont gardé pendant plusieurs mois. Et j'ai vraiment apprécié travailler avec ces gens-là. J'ai trouvé des gens d'une envergure incroyable. Des généraux, des très grands généraux. Vraiment. Et moi, j'ai beaucoup apprécié travailler avec eux. Et c'est très exigeant, en fait. C'est vraiment une adaptation culturelle, mais j'étais assez admirative. Et notamment, il y avait une générale femme du renseignement, vraiment impressionnante, vraiment indiscutable. Moi, j'aime bien ce qui est indiscutable et c'était vraiment... j'ai bien aimé ces expériences-là. Les femmes dans les armées. Moi, j'ai vu plusieurs générations, je pense, de femmes. Je pense que celles qui m'ont précédée, moi, je les ai appelées les martyrs. Je ne sais pas ce qu'elles faisaient au niveau professionnel, mais je pense que ça devait être épouvantable en termes de traitement.
Nous, moi, je suis arrivée dans le renseignement au moment où le renseignement se professionnalisait. Donc, c'était plus les gens qui faisaient les photocopies, les officiers en renseignement. Et les femmes qu'on était, on n'a pas été très bien traitées. On s'est accrochés, en fait. On s'est accrochés, et puis petit à petit, on a pris notre place. La génération suivante, alors là, elles sont arrivées par quota. Donc, tout à coup, on a vu des femmes arriver et qui prenaient les places d'hommes compétents parce qu'on avait décidé que par quota, elles allaient occuper des postes. Et on l'a très mal vécu parce qu'on s'est dit ces femmes incompétentes prennent la place des hommes compétents et ça discrédite complètement le combat que nous on a mené. Ça nous discrédite complètement. Ensuite, on a vu arriver une autre génération. Les filles d'aujourd'hui, elles sont physiques, elles font beaucoup plus de sport par exemple. C'est vraiment la jeune génération, elles savent ce qu'elles veulent. Cette génération, je la trouve un peu revendicative parfois. C'est-à-dire avec une faible résistance à la frustration, une tendance à recourir aux accusations de harcèlement un peu trop facilement. Et j'ai vu vraiment des jeunes femmes, dès qu'elles voulaient quelque chose, on les harcèle. Alors les garçons aussi, la nouvelle génération fait ça. La grande différence que j'ai vue entre les hommes et les femmes, je pense, c'est les hommes, me semble-t-il, veulent rendre papa fier. Donc il y a beaucoup d'ego. Les femmes, elles veulent être légitimes. Et donc, elles mettent beaucoup l'accent sur le travail. Moi, par exemple, c'était ça toute ma vie. Comment travailler pour être enfin légitime. Et ce n'est que lorsque des opérateurs, des sous-officiers, bon, après mon métier, ce n'est que lorsque les commandos, les sous-officiers, ceux qui sont sur les terrains, les opérationnels, lorsque je suis devenue légitime pour eux sur le terrain, que je me suis sentie légitime. Parce que c'était le métier d'abord. Et clairement, on n'a pas les mêmes dispositions et on n'a pas les mêmes capacités. Un sac, si on n'arrive pas à le soulever, moi, j'arrive pas à soulever leur sac. Donc, on va pas très loin si on n'arrive pas à soulever un sac. En même temps, moi, j'ai beaucoup passé de temps avec les femmes kurdes, les combattantes kurdes, et j'ai plus aucun complexe sur les femmes à la guerre. Les filles avec lesquelles j'étais, elles étaient en basket, elles avaient une kalachnikov pourrie, et dans la nuit, elles récupéraient le village où elles mouraient. J'ai plus aucun complexe, j'ai pas de complexe vis-à-vis des femmes au combat. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes dispositions, et physiquement et émotionnellement, je ne sais pas. Donc ce qui est complémentaire, pour moi, est efficace. Mais avec la connaissance que j'ai des Kurdes, et d'avoir passé autant de temps avec les femmes kurdes, moi je regrette que l'armée française soit mixte. J'adore travailler avec les hommes, mais j'aurais aimé que l'armée française, qu'on soit que des femmes. Parce que là, c'est indiscutable. Vous progressez, il n'y a que des femmes, donc vous ne comparez pas aux hommes, ils font ce qu'ils ont à faire comme les Kurdes font. Vous ne comparez pas à eux et vous grandissez dans tous les grades avec votre niveau de compétence. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de comparaison. Alors bien sûr, on vous dira, mais on n'a pas le double de chars pour faire ça. Bon, les Kurdes y arrivent, les Français aussi. Moi, j'aurais bien aimé une partie de l'armée où il n'y a que des femmes, par exemple. Parce que là, on aurait tout de suite su, on serait absolument sûr de notre légitimité et de notre compétence. Et puis, quand on me dit, est-ce que vous êtes... j'ai souvent entendu dire, autour de moi, parce que j'étais à côté, est-ce que vous êtes pour ou contre les femmes dans l'armée? Donc ça se discute à côté de moi comme si j'étais un sac de lessive. Moi, je peux faire un livre entier sur ce que ressent un sac de lessive. Parce que toute ma carrière, on a parlé à côté de moi. Et moi, j'avais envie de leur dire, mais moi, je suis contre les hommes dans l'armée. J'aurais aimé l'aventure d'être qu'avec des femmes, comme j'ai vu les Kurdes, où il n'y a pas de grade chez les Kurdes, il n'y a pas de médaille. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chacune était à sa place, chacune combattait. D'ailleurs, les rôles peuvent complètement changer. Vous pouvez être si vous êtes la plus compétente dans votre domaine, ce sera vous le chef. Si vous êtes la plus compétente sur cette portion de terrain, sur ce compartiment, ce sera vous qui serez responsable. Et là, il n'y a plus aucune compétition, il n'y a plus aucune... chacun évolue dans son domaine. Et je suis convaincue que les femmes trouveraient des solutions, tactiques ou autres, que les hommes ne trouveraient pas. Pas parce qu'on est meilleur, mais parce qu'on n'a pas les mêmes capacités, on n'a pas les mêmes atouts. Et donc chacun va développer les atouts dans lesquels il est le plus fort. Et au final, lorsque les Kurdes attaquent, il y a le fuseau des hommes, le fuseau des femmes, mais ils s'entendent très bien entre eux. Ils peuvent aussi aller combattre ensemble, ils s'entendent très bien entre eux. D'ailleurs, les femmes sont extrêmement respectées. Donc ce n'est pas du tout une question de machisme, absolument pas. Simplement, les femmes ont développé des solutions, et des solutions tactiques, elles ne portent pas les mêmes poids, elles ne font pas les mêmes choses, différentes. Et donc, à mon avis, elles auraient beaucoup à apporter s'il y avait une sorte d'incubateur à une partie entièrement féminine.
J'avais fait beaucoup de missions solitaires, de missions de renseignement solitaires. Donc je travaillais pour les Nations Unies, je travaillais pour d'autres personnes, je travaillais aussi pour mon pays en même temps. J'avais des missions dans les missions et j'ai fait beaucoup de missions solitaires. J'avais un trait de caractère, de personnalité qui fait que je n'ai jamais été en stress d'être seule. Et en fait, quand je suis arrivée au commandement des opérations spéciales, d'abord j'étais la seule femme, j'étais chef de bureau et j'ai été celle qui est partie le plus sur le terrain avec les commandos et au point de vivre avec eux, dans les mêmes temps, dans les mêmes pièces. Et en fait, j'ai trouvé un soulagement de rencontrer mon ADN et un soulagement de ne plus être seule. Donc j'étais seule au milieu d'eux, je ne faisais pas partie des groupes. Donc j'avais ma propre respiration en fait, et eux-mêmes faisaient attention, ils savaient que j'étais seule, par exemple, j'étais pas avec mes camarades. Mais ça m'a apporté un confort de me dire, je suis plus isolée, je suis plus seule. C'est-à-dire que si je suis malade, c'est pas grave. Si je suis très fatiguée, c'est pas grave. Et puis ils sont là, et de commencer à... Alors au début, j'ai un peu mal vécu le fait d'être protégée. Je n'aimais pas l'aspect... un peu garde du corps. Dans certaines circonstances, je m'en suis très bien trouvée. Et ensuite, j'ai mieux compris comment on travaillait ensemble. Et eux-mêmes ont mieux compris de quelle façon on travaillait avec moi. On mettait par exemple des chorégraphies au point. Par exemple, je savais qu'il fallait que j'impressionne une tribu qui était compliquée, et donc on avait mis des chorégraphies au point. Donc les gars, par exemple, ils avaient roulé leurs bras autant qu'ils pouvaient, ils avaient mis des lunettes de soleil, pris des armes de Golgoth, des voitures et tout, on prenait tout ce qu'on pouvait. Et je leur avais dit, bon, si je fais tel geste, faites tous quelque chose. Si je fais tel autre geste, faites autre chose. Et on a assis toutes les tribus qui étaient tétanisées. Alors qu'en fait, c'était qu'une mise en scène. Par exemple, moi, j'avais une très mauvaise expérience des prisons. Alors, je raconte dans le livre pourquoi j'ai une très mauvaise expérience des prisons. Parce que dans la prison de Homs, ça avait fini vraiment très mal finir pour moi. Et j'ai failli tomber aux mains des prisonniers. Et donc ensuite, j'ai jamais aimé les prisons. Or, dans la suite de ma carrière, il a fallu que j'aille dans les prisons parce qu'il y avait pas des Français. Les forces spéciales ne s'occupent pas des prisonniers français, mais d'autres pays qu'il fallait qu'on interroge, à qui il fallait qu'on pose des questions. Et bien, par exemple, je demande toujours qu'il y ait des commandos avec moi. Et qu'ils soient aux quatre coins de la pièce, et qu'ils soient armés, pas moi, et qu'ils soient là. Et je leur disais, si je fais ce geste-là, vous mettez... c'est que quelque chose m'inquiète, et si je fais un autre geste, vous me sortez quoi qu'il arrive. Et on mettait des choses comme ça en place, et puis finalement, on est vraiment devenus frères d'armes, on est vraiment devenus, il y a vraiment une symbiose. Et j'ai trouvé une respiration, une vie complètement naturelle avec eux. Ce qui fait qu'on dormait, on mangeait ensemble dans des pièces parfois toutes petites pendant des mois. D'abord, j'ai jamais été embêtée parce que c'est des gens équilibrés, donc j'ai jamais eu de soucis. J'ai trouvé un ADN, une respiration qui permettait qu'on ait une vie extrêmement fluide et que les échanges entre les commandos et moi soient fructueux pour tout le monde. Le soir, par exemple, après la mission, je leur disais, prenez tous une bière et en fait, moi, je vais vous raconter des choses. On était complètement isolés. Hein. Et je leur disais, je vais vous raconter l'Irak, la Syrie, l'islamisme, le Moyen-Orient, l'Iran, les Russes, la géopolitique. Et eux aimaient énormément ça. Et plus je les briefais, plus ils me ramenaient du renseignement. Et plus ils comprenaient ce qui se passait autour d'eux. Et donc, la reconnaissance que j'ai eue, la validation que j'ai eue et la légitimation que j'ai eue est venue par eux. C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont fait comprendre que j'avais ma place. Alors que j'avais passé presque toute une carrière à me dire je ne suis pas légitime, je suis une erreur, on n'est pas capable de me donner la bonne tenue, on ne me fait jamais tirer, on ne m'apprend rien, je suis obligée de tout apprendre moi-même. D'abord, j'ai beaucoup appris moi-même. Je regrette juste de ne pas avoir demandé plus d'aide aux hommes. Parce qu'en fin de compte, en voyant une femme qui travaillait autant, ils étaient tous prêts à aider. Et j'ai jamais vu un gars qui m'ait refusé une explication. Même au contraire, il proposait, qu'est-ce que tu veux qu'on te montre? Une arme, ils m'ont emmené dans les colonnes lorsqu'il y avait des exercices, ce genre de choses. Je voyais à hauteur d'homme ce qu'ils voyaient, c'était très intéressant pour moi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite j'ai eu une aussi bonne relation avec les forces de police type BRI ou BRIPP notamment, parce qu'on a pu... leur ADN était le même que celui des commandos et on pouvait travailler facilement. C'était à refaire. Je pense que je postulerai pour le service action. Très jeune. Je ne regarde pas trop derrière moi. Enfin, merci la vie, je veux dire. Oui, ça a été compliqué. Oui, j'ai pas toujours été bien traitée, mais en même temps, il y a des chefs qui m'ont fait confiance d'une façon incroyable. J'ai eu des rôles politiques sur le terrain. J'ai des camarades. Moi, c'est un honneur d'avoir été avec les commandos autant. L'héroïne de Cœur Noir, là, on m'avait demandé
mon avis sur son personnage. J'aime pas trop le personnage parce que je m'identifie trop, je vis mal son arrogance, etc. Mais je comprends que ça fasse rêver les gens. Moi-même, quand j'étais sur le terrain, je me disais, mais c'est incroyable. De temps en temps, je me disais, c'est incroyable ce que tu vis. Donc je sortais mes petits calepins, puis je mettais moment mytho. En me disant, un jour tu reliras le truc, c'est forcément, ça va s'arrêter là, il ne peut pas y en avoir une autre comme ça de mission. Et donc j'étais dans les avions des forces spéciales américaines, j'étais au cœur des tribus, j'étais sur le front, et de temps en temps je m'arrêtais, je sors mon calepin et je me disais moment mytho. Et je mettais moment mytho. Et en fait, avec les années, je me suis rendu compte du nombre de calepins, avec le nombre de fois où j'avais marqué moment mytho. Et qu'est-ce que vous voulez que je demande à changer? Mais je prends même le mauvais et je prends même le dur, parce que la pire mission qui m'est arrivée, la pire chose qu'on m'ait faite est allée vraiment très loin. Et en fait, alors que normalement, j'aurais pas dû avoir le rôle que j'ai eu ensuite dans les forces spéciales, c'est en fait, personne ne s'y attendait, mais ce sont les commandos qui se sont rebellés contre la façon dont j'étais traitée. Et ça, personne ne l'a vu venir, y compris leur chef de corps, qui tout à coup ont trouvé que maintenant que j'étais arrivée là, que je faisais le job, c'était complètement anormal de se comporter comme ça. Et beaucoup m'ont dit, on n'aurait jamais tenu la violence psychologique que tu as vécue. Et ça a tout changé. Ensuite, j'ai eu ma place. Et donc, comment voulez-vous que je regrette? Il y a une pub de l'armée de terre de recrutement qui est devenez vous-même ou devenir soi. Et c'est vraiment ce que fait l'armée. Elle prend des gens quelconques, moi, d'autres, elle en fait des êtres qui ont des vécus incroyables. Si on travaille, si on s'investit, si on travaille beaucoup, on peut avoir des vies incroyables. Donc un conseil, si des jeunes voulaient s'engager, déjà c'est souvent le cas. Avec le livre, j'ai énormément de jeunes qui viennent me demander sont-ils prêts à faire des efforts? C'est même pas être patriote, parce que moi-même, quand je me suis engagée, c'était pas le drapeau, je vais mourir sur le front, vive la tranchée, hein, c'était pas ça du tout. Hein, c'était ma pomme, je vais aller au Moyen-Orient, je veux de l'aventure, la colline plus loin, le pays d'après, etc. Mais êtes-vous prêt à travailler? Parce que moi, je n'ai pas arrêté de travailler. Je n'ai pas arrêté de travailler. Ma caisse à outils, je l'ai remplie en permanence. Je suis un peu inquiète Les jeunes aujourd'hui sont très connectés, ils sont très vifs. Grâce à eux, on va passer dans l'ère de l'intelligence artificielle, ce que ma génération n'est pas capable de faire de façon très agressive, très offensive. Eux, ils pourront le faire. Mais je les trouve très fragiles. C'est une génération que je trouve fragile. Elle n'a pas été habituée à l'effort, elle n'a pas été habituée au travail, elle a été habituée à la récompense immédiate. On lui a raconté n'importe quoi, cette génération, à l'école. J'ai recruté des analystes pour la DRL notamment. Et ils arrivent tous avec un bac mention très bien. Et donc ils sont tous géniaux. Mais ils n'arrivent pas à rédiger une page entière sans faute. Et donc il y a une très grande différence. Pour moi, le plus grand danger, c'est qu'on leur a appris à être arrogant. Et quand on est arrogant, on n'apprend pas. Donc ce ne sont pas des mauvaises personnes, je ne dis pas ça, c'est des bons gamins. Hein. Mais ils ont une fragilité parce qu'on leur a peu appris la résistance à la frustration, on leur a peu appris ce que c'était que le travail. Ils sont convaincus qu'en lisant 3 pages, une fiche, un truc sur les réseaux sociaux, en utilisant ChatGPT, combien j'ai reçu de lettres par ChatGPT? Eh bien, or, on peut pas devenir bon, on ne peut pas être utile à son pays, on ne peut pas, à mon avis, être militaire si on n'a pas le goût de l'effort. C'est-à-dire, au-delà de la capacité, il faut aimer, travailler, s'engager, y aller, crocher, rien lâcher. Il ne faut pas s'asseoir, il ne faut pas se coucher. Voilà. Et c'est une première. Ce sont des gens aussi que je trouve inquiets. C'est une génération anormalement obsédée par le syndrome de stress post-traumatique. J'ai été soignée d'un syndrome post-traumatique par des médecins israéliens de Tzahal, de l'armée israélienne, lorsque j'étais en poste en Israël. D'abord, j'en ai été très bien soignée et je souhaite que ce soit su qu'on en guérit. Je trouve que ce n'est pas assez dit. Bon, donc on peut très bien en guérir. Ensuite, j'en ai retiré des atouts que je n'aurais pas eu si j'en avais pas été soignée. Et je m'en suis rendu compte
je me suis rendu compte dans la mission en Syrie que je raconte dans le livre, où c'est catastrophique en fait. Hein. Là, les gens les observateurs sont très durement touchés par ce qu'ils voient, et assez vite en fait les syndromes post-traumatiques, tout le monde est gagné par ces syndromes post-traumatiques. Et je découvre que moi j'ai une résistance. Pas parce que je serais devenue un surhomme ou que j'aurais développé des capacités ou une résistance particulière, mais parce que j'arrive tout le temps à trouver sur le terrain, je ne vais pas les décrire là, mais j'arrive toujours à trouver sur le terrain une façon de me préserver. J'ai plein de trucs et astuces, de petits protocoles que je mets en place. Ce n'est qu'à la fin du livre que j'ai compris, parce qu'on me l'a dit, qu'en fait, à tout moment, je revenais toujours au cognitif. En fait, je faisais travailler le cortex préfrontal. C'est-à-dire raisonner, analyser, réfléchir, apprendre, faire travailler le cortex préfrontal. Parce que le siège de l'émotion, je vais dire ça vite, je ne suis pas médecin, mais le siège de l'émotion est dans une partie du cerveau qu'on appelle l'amygdale. Tout autour, il y a ce qu'on appelle les hippocampes, qui sont un peu le siège de la mémoire. Lorsque vous avez un syndrome post-traumatique, lorsque vous avez un souvenir traumatisant, vous avez en fait le souvenir qui est tout chargé de l'émotion et qui n'arrive pas à bien se ranger. Et donc, il ne va pas cesser de revenir vous déranger. C'est d'ailleurs pour ça que certaines thérapies, le MDR ou d'autres choses, reprennent le souvenir, enlèvent l'émotion et puis rangent bien le souvenir. Bon. Et pour préserver le cerveau, moi ce que j'ai mis empiriquement en place sur le terrain, tous les protocoles dont je parle, en fin de compte, ça revient à réactiver le cerveau. Ce que les psychiatres de Tsahal ont appris à leurs soldats à faire, les réactiver fonctionnellement pour qu'ils repartent au combat. Et donc j'ai appris à faire ça. Ça ne veut pas dire que je sais me soigner, c'est-à-dire que si on est atteint, il faut aller voir des médecins. Et il y a pas mal de méthodes différentes. Mais il y a des moyens de se préserver. Et notamment, j'avais parlé à une jeune fille, une toute jeune fille, j'avais donné une conférence, j'avais expliqué ça, elle était venue me voir, et elle m'a dit, moi je suis libanaise, et pendant les bombardements au Liban, j'arrêtais pas de demander à ma sœur de me faire des dictées, pour que mon cerveau, tout le temps, il reste actif. Et donc moi, j'ai développé ça. Et c'est une première ressource pour moi. Et puis vraiment dans les moments très compliqués, lorsque j'ai pensé que on s'en sortirait peut-être pas, je mets mes affaires en ordre. Je mets mes affaires en ordre. Notamment au Levant, ça a beaucoup choqué les journalistes quand j'ai dit ça, mais à 2 reprises dans ma carrière, j'ai demandé à un tireur d'élite de ne pas me laisser tomber dans les mains de l'ennemi. Et j'ai toujours une dernière cartouche de mon arme lorsque j'en ai une qui est pour moi, mais je ne sais pas si je serais capable de ce geste-là, parce que la vie est solidement accrochée. Or, il n'est pas question que ma famille me voie dans une cage en flammes, torturée, violée à mort, tout ça, et qu'elle soit hantée par ça le reste de leur vie. Et donc, à 2 reprises, j'ai demandé à des camarades de ne pas me laisser en vie. Et que je préférais tomber de la balle d'un camarade, bien ajusté, je demande toujours ça au tireur d'élite, je demande pas ça au cuistot. Et en fait, une fois que c'est fait, c'est pas du tout une marque de stress. Une fois que c'est fait, mes affaires sont en ordre, je sais que ma famille sera préservée, je retrouve ma sérénité, je repars travailler.